Salon Paris Photo 2017, forcément Naotech TV devait venir. On va parler de quoi, Jérôme? On va parler de quoi? Cette année, on va peut-être pas faire tous les stands. On va surtout se focuser, c'est le cas de le dire avec la photo, sur les stands qu'on kiffe, que vous kiffez, et les grosses actus de la photo de cette année. Salon de la photo Paris 2017, un petit peu comme Paris 2016, mais de plus en plus de monde, Tristan. Un petit peu comme l'année dernière, avec un chiffre en plus. Alors, le salon s'agrandit, oui et non. On va voir et on va vérifier, mais j'ai l'impression qu'il y a des stands qui ont baissé en taille. Une autre chose qu'on peut noter, Panasonic a annoncé le G9 la veille du salon de la photo de Paris. Jusqu'ici, le salon de Paris était vraiment connu comme un salon où on venait acheter, où on venait faire des bonnes affaires, c'est ce qu'on vous dit. Là, le fait qu'il y ait une annonce d'un constructeur, d'un nouveau modèle, est-ce que ça voudrait pas dire que le salon est en train de devenir plus important qu'il ne l'était? Écoute Jérôme, peut-être. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la place de Panasonic en France est très importante. Le marché français est très important pour Panasonic aussi. Donc c'est un bon salon pour prendre le pouls un petit peu du marché. Et justement, on va parler de ça, Tristan, avec quelques chiffres aujourd'hui 2017 du marché de la photo en France. Bon, alors ce qu'on peut noter effectivement, c'est qu'il y a un tassement au niveau des réflexes et un tassement au niveau des compacts. Mais c'est pas une chute vertigineuse, il y a un tassement quoi. Oui, effectivement, ce qu'on décrit du salon de l'année dernière, c'est une évolution qui a lieu sur un long terme. Mais il est là, et cette tendance ne s'inverse pas. C'est vrai que le marché de la photo est très perturbé par les smartphones, qui ont quand même bouffé tout un marché grand public et est en train de se restructurer pour l'avenir. Une surprise par contre, c'est grande rentrée des drones. Les drones représentent aujourd'hui une part de marché énorme. Moi, ça me fait poser la question, alors les gens achètent des drones, mais où est-ce qu'ils les font voler en fait? Je crois que les gens rêvent de faire voler les drones, après ils vont finir en tôle, mais non. Alors sachez qu'à Paris, vous avez vraiment pas le droit, il faut faire au moins 50 bornes, voire même plus pour pouvoir faire voler votre drone en race campagne. Maintenant, si vous habitez effectivement en dehors de Paris, et c'est quand même le cas d'une majorité de personnes, on peut faire quand même voler son drone et s'amuser avec. Ce qu'on peut noter aussi sur les chiffres de cette année, c'est un peu l'atterrissage en catastrophe de la vidéo 360 et de la photo 360. Alors l'utilisation de la 360, c'est quand même assez particulier. En tout cas, au niveau du grand public, filmer son Noël en 360, ça n'a pas pris. Les ventes sont extrêmement faibles. Ouais, c'est ça, il faut savoir que ce qui fait rêver les gens, ce qui vous fait rêver quand vous regardez des chaînes photos, quand vous regardez des photographes, des blogs, des Instagram, etc. Ce qui vous intéresse, c'est l'histoire, c'est ce qu'on vous raconte. Et cette histoire, on la raconte avec quoi? On la raconte avec un cadre. Et la 360, c'est l'absence totale de cadre. Donc avec vous, on part à l'exploration du salon de la photo. Cette année, on a décidé de se focuser sur 3 boîtiers dont tout le monde parle. Il y a le 850D de chez Nikon, le retour du fils de la vengeance des réflexes, le Sony A7R3, qu'on va appeler le Reflex Killer, et le 3e challenger, il est juste derrière nous, le Lumix G9, le GH5 de la photo. C'est parti Tristan, on y va! Vous vous rappelez, avec Jérôme, on avait fait un épisode où j'avais testé un objectif de chez Sigma de la gamme Art. La gamme Art, c'est la gamme professionnelle dédiée au full frame. Mais Sigma ne fait pas que du Art. Il fait aussi des objectifs dédiés au micro 4 tiers et au mirrorless. Aujourd'hui, il nous sort ce tout nouveau objectif qui est un 16 mm 1.4. Il n'y a que Sigma qui nous fait un objectif aussi lumineux pour cette gamme-là. Ce que je peux vous dire, j'ai pas pu malheureusement le monter parce que celui-là est en monture Sony et que nous n'avons que de la monture micro 4 tiers. Ce que je peux vous dire, c'est que la construction a l'air super solide. J'espère qu'on va pouvoir bientôt le tester pour vous sur la chaîne. On est sur le stand DxO, mais on n'est pas là pour parler des marques DxO. Je suis là pour vous reparler du DxO One. Souvenez-vous du test que j'avais fait il y a presque 2 ans maintenant. Eh bien, sachez que le produit a vachement évolué. En fait, une chose que j'avais dit au lancement de cet appareil, c'est qu'il y avait des choses extrêmement prometteuses, mais il était trop dépendant du smartphone. Et bien, la grosse révolution sur le DxO One, c'est que maintenant, vous pouvez l'utiliser comme une caméra indépendante et il a son propre viseur. Là, vous allez me dire, oui, mais la visée, elle est toute petite et c'est du noir et blanc. Je vais vous dire une chose, c'est suffisant pour faire votre cadre. Et je vous dirais une deuxième chose, c'est que ça ajoute un plaisir bien particulier à l'usage de cette caméra. Vous allez retrouver les plaisirs du développement photo, de découvrir vos photos. Moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé pendant mes vacances en Croatie. Je vous montre quelques clichés et franchement, comme d'habitude avec DxO, la qualité, les qualités optiques, qualité du capteur, je rappelle que c'est du 1 pouce, on est très très loin de ce qu'on peut faire avec un smartphone. C'est pas la seule nouveauté, il y a eu plein d'évolutions au niveau du software de cet appareil.
appareil. Maintenant, vous allez pouvoir faire des timelapses, l'utiliser pour faire des lives, des Facebook Live. D'autres formats d'ailleurs en live vont bientôt sortir. Un nouveau mode de mise au point qui va économiser un petit peu plus la batterie. Et une très bonne nouvelle, parce que ça fait 2 ans que vous l'attendez, la DxO One Android vient de sortir. Si vous vous inscrivez sur leur site en Early Adopter, vous pouvez la commander dès aujourd'hui. Alors, c'est de l'USB-C, donc c'est compatible avec les smartphones Android USB-C. Mais ça s'arrête pas là, parce que DxO, plutôt que de se presser à sortir une V2, a en fait conçu tout un tas d'accessoires vachement malins qui donnent plein de nouveaux usages à cette mini caméra pro. Vous avez par exemple le caisson étanche. Moi, ça m'a permis de faire mes premières photos et vidéos sous-marines en Croatie. Bon, c'est un peu moche parce que l'eau était pas très claire. Mais je vous en ferai d'autres quand on m'invitera en vacances. Si vous habitez La Réunion, Martinique, Guadeloupe, appelez-moi. Mais il y a aussi d'autres accessoires que vous pouvez acheter à côté. Par exemple, tout un battery pack. On sait que c'était un petit peu la faiblesse du DxO One, mais ils ont sorti un battery pack qui est vachement malin parce que vous pouvez à la fois ajouter une batterie qui va donner 3 fois plus d'autonomie que la batterie d'origine, mais également, si par exemple vous avez un gros power bank comme ça, vous pouvez brancher directement sur votre power bank et vous pouvez faire genre un time-lapse pendant 3 jours de votre chambre d'hôtel en le laissant sur le power bank. En vrac aussi dans les accessoires, un petit kit comme ça de 3 adaptateurs sur lesquels vous allez pouvoir monter des filtres ND, des filtres polarisants, et puisque c'est à des standards du marché, vous pourrez aussi adopter des bonnettes macro, grand angle. Bref, j'ai des tonnes de choses à vous dire sur le DxO One. J'ai déjà ma vidéo en tête, elle est déjà écrite, j'ai pas eu le temps de la produire. Ce que je vous avais déjà dit sur Twitter, et retenez-le bien pour Noël, cette caméra est pour moi devenue le compact expert le plus intéressant du marché. C'est pas juste un accessoire pour smartphone. Donc parmi les chouchous de cette année, il y a évidemment le Nikon D850. C'est le boîtier réflexe que tout le monde attendait dans la marque jaune. Ce boîtier, eh bien, c'est un peu le bol d'air frais pour Nikon qui commençait à se sentir un petit peu mal. Et avec ce boîtier-là, il a marqué un grand coup. Imaginez, pour 3300 €, vous avez un boîtier qui est capable de vous sortir 47 millions de pixels à peu près, de vous faire de la 4K avec un capteur, un buffer, un machin, tout ce qu'il veut. C'est vraiment, on va dire, ce qu'il y a de mieux en matière de réflexe pro aujourd'hui sur le marché. C'est vraiment le boîtier réflexe qui fait référence et qui a permis notamment à Nikon en septembre d'avoir tellement de commandes qu'il n'a pas pu toutes les honorer et il y a eu des listes d'attente énormes. Mais je te connais, mais t'as une chaîne YouTube toi? Non mais filmez pas ça. Bonjour les abonnés. Salut Notech, ça va Notech? Je sais pas si vous connaissez ça, c'est le dernier Sigma, mais ça c'est de la merde, c'est pas super. Regardez, ça c'est une vraie caméra. Regardez, capteur Full HD, 4K 120 images par seconde, APS-C plein format, tout ce que vous voulez, c'est quand même mieux que ça, Donc arrêtez, regardez. Est-ce que vous avez le budget pour acheter ça? Non, bah moi non plus. Bon les amis. Je reprends le micro. Parce que t'es quand même pas très gentil. Tu sais que le GH5 a des problèmes d'autofocus et toi tu te balades dans tous les sens. Non, je suis en focus manuel là. On t'entend pas, c'est moi qui ai le micro. Donne-moi ça. Tu m'as dit que ton GH5 il était mieux que mon Sony A7R2. Tu m'as dit ça. Et ben moi je suis pas d'accord parce que regarde. Est-ce qu'il galère là? Est-ce qu'il galère le Jérôme là? Il galère le Jérôme. Je suis tout flou sur Notech TV. Notech TV c'est tout flou. Bon les abonnés, continuez comme ça, vous êtes super. Allez ciao. On est sur le stand Fujifilm avec l'ami Pingo, l'ami des petits et des grands et surtout l'ami de Fuji. Je t'ai demandé un petit peu en renfort parce que c'est vrai que Fuji c'est une des marques que je connais le moins bien. Et aujourd'hui tu vas nous parler de la grande nouveauté chez Fuji cette année. Grande, grosse. Pourquoi il est aussi gros cet appareil? Alors très rapidement, c'est un moyen format, c'est le premier moyen format chez Fujifilm. C'est le type d'appareil qui est souvent utilisé en studio ou pour des shootings de mode ou des portraits très pro pour des photographes professionnels. Fujifilm se lance sur le créneau en sortant un appareil qui va être beaucoup plus léger qu'un moyen format habituel, qui va être transportable, donc là où on va être cantonné généralement à faire des photos de studio, là on peut très bien faire de la photo en extérieur, faire de la photo de reportage, faire de la photo de paysage. Pour préciser, ceux qui ne savent pas le moyen format, vous connaissez les full frame. Full frame, contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas le plus grand format de capteur, loin de là. Le moyen format, c'est un format beaucoup plus grand, un format très professionnel, des appareils qui valaient 40 000, 50 000 €, des Phase One, des gros appareils. Là on est sur un appareil qui a 7 000 € TTC, qui va vraiment faire des rendus absolument dingues. On peut zoomer pendant des heures sans jamais voir le moindre artefact. Et surtout qu'on peut transporter partout. Il est pas beaucoup plus lourd qu'un réflexe haut de gamme
Et honnêtement, c'est un appareil, quand on voit sur le salon en particulier, les démos ou les photos qui sont prises avec, c'est juste hallucinant. C'est un niveau de détail rarement vu. Donc ça, c'est l'appareil, toi, que tu utilises tous les jours? C'est effectivement c'est le XT20, c'est le successeur du XT10 dont j'avais dû parler peut-être il y a 1 an ou 2 déjà avec toi. C'est la nouvelle version qui a le même boîtier, qui a le même design un peu rétro, mais qui technologiquement est plutôt avancé. C'est en fait la déclinaison du XT2 qui est un peu un appareil photo phare au niveau pro chez Fujifilm sur les hybrides, dans un boîtier un peu plus compact, un peu plus léger, avec des petites fonctions un peu plus grand public comme un petit flash intégré ou ce genre de choses. C'est un boîtier qui n'est pas tout temps, contrairement au XT2, mais qui est ultra polyvalent, juste une merveille, puis il est joli en plus. Il est super beau et vachement petit, enfin. Ça c'est un hybride qui ressemble pas à un réflexe, quoi. Moi chez Fujifilm, c'est l'ergonomie qui m'a rendu dingue. C'est rétro, mais en même temps ce côté très analogique, donc c'est un certain rapport au réglage qu'on n'aura pas du tout, par exemple avec un appareil 100% tactile. Ça lui empêche pas d'être tactile, mais c'est une approche de la photo et je crois que c'est exactement ce que tu dis. Quand on aime une ergonomie d'appareil, quand on aime une famille d'appareils, c'est très très dur de changer. Je me vois pas retourner sur du tout numérique, c'est pas possible. Eh bien écoute, merci pour cet éclairage chez Fuji. Si d'ailleurs des gens veulent te poser des questions sur des trucs Fuji, ils peuvent te demander sur Twitter. Oui, Twitter, @Pingon ou Fujifilm France. Forcément, on ne pouvait pas faire pareil photo sans vous parler du Sony A7R III, le tout nouveau boîtier que Sony a sorti et que l'on peut toucher enfin sur ce salon, qui finalement est à peu près identique au A7R II, identique mais en mieux. En fait, ce qu'a fait Sony, c'est qu'ils ont écouté leurs utilisateurs et ils ont corrigé dans le nouveau modèle, dans le A7R III, tout ce qu'il n'y avait de pas bien dans le A7R II. Dans ce boîtier, vous avez un double slot de carte SD, vous avez une bien meilleure batterie. Et ça, c'était une grosse critique que les gens apportaient sur le modèle précédent. Et il y a tout un tas d'améliorations. Ça reste le même capteur, évidemment, c'est la même technologie, mais en mieux, je vous le dis. Ce qu'on peut dire, c'est que peut-être qu'on pourrait critiquer Sony et dire qu'ils n'ont pas fait mieux, ils n'ont pas proposé quelque chose de nouveau. Ils ont sorti précédemment, quelques mois avant, le A9 qui était vraiment destiné aux photographes de sport, avec un buffer, une capacité de faire des photos en rafale assez élevée. Ces capacités du A9, on les retrouve un petit peu dans le A7R III. C'est un boîtier qui est tout à fait intéressant. Et je trouve que cette évolution est une évolution intelligente. Plutôt que d'aller chercher des nouvelles technos, de vouloir se lancer dans des nouvelles gestures, comme par exemple l'a fait l'iPhone X, eh bien non, là on reprend ce qui marchait dans l'ancien, on l'améliore et on propose un nouveau modèle. On est sur le stand de Manfrotto. Manfrotto, vous les connaissez plus pour leur trépied, pour leur sac. On les connaît un petit peu moins pour leur système de filtre. Surtout que récemment, ils ont racheté Xum. Xum, c'est quoi? C'est un système super malin. Ceux qui changent souvent de filtre ND vont comprendre tout de suite l'intérêt du produit. C'est que tout est magnétique. Alors ça marche avec des systèmes de filtres circulaires, avec du lisse ça ne marchera pas, mais vous pouvez adapter des filtres que vous avez déjà avec ce système. C'est d'autant plus malin que, surtout si vous faites de la vidéo, on sait que nous les vidéastes, on a besoin de changer de filtre ND tout le temps, c'est pour ça qu'on prend des filtres ND qui s'adaptent. Là vous pouvez prendre des filtres ND fixes qui sont généralement de meilleure qualité et changer comme ça très facilement votre filtre ND à la volée pendant que vous êtes en train de faire votre run and gun. Au niveau des prix, ça sera à peu près 30 € pour le système pour adapter à votre optique et 12 € pour la petite bague magnétique que vous mettez sur votre filtre. Et hop, vous êtes pareil. Vous pouvez également acheter vos filtres chez Manfrotto. C'est du verre optique, c'est du japonais, c'est de la très bonne qualité. Là, un filtre polarisant, ça vaut une centaine d'euros, ce qui est un bon prix pour une très bonne qualité de filtre. Pourquoi je regarde ce 70-200-2.8, c'est parce que j'ai perdu le mien. J'ai perdu mon 70-200-2.8 de chez Canon. Eh oui, je l'avoue. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en rachète un d'occasion ou est-ce que je vais aller m'en acheter un tout neuf chez Canon et débourser un rein, deux poumons et aussi peut-être ceux de ma grand-mère? Non, je me suis dit, pourquoi pas? Tamron vient de sortir un truc, il est stabilisé, les performances optiques ont l'air très intéressantes. Voilà, c'est un objectif qui m'intéresse et je vous invite vraiment à regarder toutes les specs et toutes les critiques qui ont été faites sur cet objectif-là. Moi, en tout cas, je vais aller voir ce qu'il en est. Et puisqu'on en est dans la rubrique des objets perdus, je retrouve mon objectif préféré de toute ma courte carrière de vidéaste, le mythique 18-35 1.8 de chez Sigma. On me l'a volé avec mon boîtier Canon. Aujourd'hui, il existe en monture Sony, en monture Nikon, en monture Canon et avec une bague d'adaptation, on peut même le monter sur des micros 4 tiers. C'est un objectif absolument fantastique. Et si vous voulez dépenser le chèque de mémé de Noël, c'est un objectif qui vous fera faire des progrès en photo, mais surtout en vidéo, des pas de géant, beaucoup plus que n'importe quel boîtier. Un vrai régal. Boc et les chausses.
un nouveau et impressionnant téléobjectif, un 200 mm de chez Leica. Vous voyez, c'est une très belle bête quand même. Alors, on connaissait surtout chez Olympus des longues focales comme ça, très lumineuses. C'était pas vraiment la spécialité jusqu'ici chez Panasonic, mais là, c'est un 200 mm 2.8. Donc, pour prendre le cul de la gazelle dans le noir, c'est pas mal. Pourquoi je dis le cul de la gazelle ? 200 mm, on est en micro 4/3, équivalence 400 mm. Et si ça vous suffit pas, que la gazelle elle est vraiment loin, il est livré avec un convertisseur 1.4. Donc vous pourrez monter jusqu'à 500 et pas mal de brouettes. Alors c'est un objectif très cher, il coûte 3000 €. Mais c'est un objectif spécialisé, c'est effectivement pour les personnes qui prennent des photos de sport, photos de safari, là où il vaut mieux être loin de la bête. Le gros avantage de travailler en micro 4/3 avec ce type d'objectif, c'est que là, vous le trouvez énorme, mais imaginez l'équivalent sur un full frame. Il faudrait 2 assistants pour le porter. Donc un produit lourd, mais relativement compact, qui vous permettra d'être beaucoup plus agile pour de la photo animalière ou de la photo sportive. Sans oublier que si vous le mettez sur un GH5 avec l'excellente stabilisation, vous allez obtenir de superbes résultats. Et même en termes de prix, l'équivalence sur du gros verre pour full frame, il y aurait un 0 de plus. Pas loin. Bref, Panasonic, si tu m'entends et que tu veux me faire un joli cadeau de Noël, évidemment, je ne pouvais pas quitter le salon de la photo sans aller voir Olympus, une marque que j'apprécie particulièrement. Vous vous rappelez, je vous avais fait un test de l'Olympus OMD E1 Mark II. Olympus a sorti dans sa gamme d'objectifs 2 nouveaux objectifs dans sa gamme professionnelle. Ce sont le 45 mm 1.2 qui va être le concurrent du 42 mm 1.2 de chez Panasonic Leica que nous avions testé dans un épisode précédent. Je sais que vous vous en rappelez. Et il va sortir aussi, et ça c'est pour Mark, un 17 mm 1.8 qui sera un équivalent, on va dire, courte focale, 30 mm. Objectif de reportage très lumineux puisque vous à 1.2. Tout ça dans le souci de construction, dans la qualité de construction que Olympus Vico sait faire. Ce sont donc 2 objectifs super intéressants, peut-être un petit peu premium, un petit peu cher, mais qui sont, je vous le rappelle, d'une construction extraordinaire. Un boîtier que j'étais vraiment très excité de voir ici au salon de la photo. Ils l'ont annoncé juste avant le salon de la photo. Lumix refait le coup du GH5, mais cette fois avec une orientation un petit peu plus photo, avec le Lumix G9. C'est un micro 4/3, mais pour un micro 4/3, pour le coup, Panasonic fait très fort avec ce G9. Des rafales RAW à 60 images secondes, de la vidéo comme son grand frère le GH5 en 4K 60 images secondes, un mode 80 mégapixels par stitching, un viseur OLED immense avec une très grande fréquence de rafraîchissement, un écran de contrôle LCD, un autofocus photo, ce qu'il ne faut pas croire, hein. Pana en autofocus vidéo, ça laisse un petit peu à désirer, mais en photo, c'est d'excellents autofocus. Bref, un boîtier vraiment pro pour un prix hyper accessible, il va être à 1700 €. Et bien sûr, je ne pouvais pas quitter le salon de la photo sans passer par mon stand préféré. Vous savez que je suis un énorme fanboy de cette marque. On est chez Peak Design. Peak Design, ils ne font pas des objectifs, ils ne font pas des caméras, ils font des sacs photos. Moi, j'ai toute ma collection et ce sac-là, depuis 1 an et demi, il ne quitte pas mon dos. Il m'arrive d'ailleurs de dormir avec, je ne devrais pas vous le dire, mais c'est vrai. Pourquoi on est prêt à mettre autant dans un sac photo ? Parce qu'un sac photo, c'est aussi ce qui va conditionner les manières dont vous allez prendre des photos. Si votre sac, vous avez un accès difficile à votre appareil photo, vous n'allez pas avoir envie de le sortir, vous allez rater des clichés. La manière dont vous allez agencer votre sac, si vous devez changer d'objectif, tout le matériel que vous devez transporter, même son look, s'il est moche, vous n'allez pas le prendre dans certaines occasions. Donc bien choisir son sac photo, c'est un truc super important. Je voulais montrer le même sac que le mien, mais dans sa version all black, complètement noir. Toutes les pièces de métal sont complètement anodisées. On va avoir le même système d'agencement à l'intérieur. Alors un détail, parce qu'en fait Peak Design, c'est ça, leur talent, c'est les détails. Les intérieurs sont clairs, comme ça vos objectifs noirs et toutes les petites pièces de votre appareil photo, vous les trouvez toujours dans le sac. Il y a donc ce fameux système un peu origami qui va vous permettre d'agencer complètement votre sac par rapport aux objectifs que vous mettez. Vous pouvez vraiment le personnaliser et ça vous fait des étagères en fait. Contrairement à un sac où vous allez tout fourrer au même niveau, là vous allez pouvoir ranger vos affaires, séparer vos objectifs, mettre les batteries d'un côté. Je peux même pas vous dire tout ce qu'il y a dans ce sac parce que sinon la vidéo prendrait 3 heures, mais je vais quand même vous montrer encore 2-3 détails qui font toute la différence. Le souci du détail chez Peak Design, c'est qu'ils vont mettre des petites coutures de couleurs qui vous permettent d'avoir un espèce de tiroir pour mettre vos batteries pleines et un tiroir pour mettre vos batteries vides. Vous avez dans les poches sur les côtés
plein de systèmes de lanières avec des boucles un peu partout sur le sac qui vont vous permettre d'attacher tout un tas de choses. Une tente pour le camping, un drone DJI, complètement le rendre modulaire. Et comme vous le voyez, il y a tout un système de soufflets qui lui permet de vraiment avoir une très très grande contenance. Bref, vous l'aurez compris, je pourrais en parler pendant des heures. Et si vous voulez vous l'acheter, j'ai mis un lien en bas de cette vidéo. Donc on arrive bientôt à la fin effectivement du salon, les stands sont en train de fermer, on a vu tout ce qu'il y avait d'intéressant à voir. Eh oh putain! Alors bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur la chaîne de F1 4. Non mais il faut que tu comprennes qu'il faut faire des photos, il faut que vous compreniez qu'il faut faire des photos et qu'on en a marre du matériel. Il faut que vous compreniez qu'il faut faire des photos. Putain, c'est pas parce que t'as un beau t-shirt qu'il faut voler la caméra. Non des mais gens. c'est pas parce que tu crois que t'as un photographe sur ta voleur, chaîne. rends l'argent. Si tu veux un vrai photographe sur ta chaîne, c'est moi. Il va être content Tristan, tiens. Désolé Tristan. Donc la conclusion sur ce salon, eh bien, c'est l'attitude un petit peu particulière qu'ont deux types de sociétés. J'ai envie de dire qu'il y a grosso modo des fabricants qui savent écouter leurs utilisateurs et leurs consommateurs. Et puis il y a d'autres fabricants qui restent un petit peu sourds, un petit peu aveugles et qui commencent à s'enfermer dans des attitudes marketing qui n'ont rien à voir avec ce que demandent les consommateurs actuels. Je pense notamment à Sony qui, selon nous, est une société qui sait bien écouter ses consommateurs. On sent vraiment une marque qui est effectivement à l'écoute de ses consommateurs. Et par exemple, je prends l'exemple du double slot SD dans le nouveau A7R. C'était quelque chose, les ingénieurs de Sony avaient dit on ne pourra pas le faire, les consommateurs le voulaient, ils sont arrivés à le faire. Donc ça donne l'impression d'une chaîne qui se démène pour toi, quoi. Et c'est pas le cas effectivement de toutes les sociétés. Est-ce qu'on va donner des noms? En tout cas, parmi nos autres coups de cœur et sociétés qui, à mon avis, écoutent vraiment ses utilisateurs, c'est Panasonic avec toute sa gamme Lumix et qui vient de sortir là un nouveau boîtier. Ils sont en train de tailler des croupières à tout le monde, on peut le dire. C'est vraiment super intéressant et c'est pas parce que nous on utilise du matériel Panasonic qu'on est fan adorateur, mais quand même un petit peu, non? Pardon? Panasonic, je sais, beaucoup se moquent de moi, fanboy Peak Design Panasonic. Panasonic, si j'aime cette marque en ce moment, parce que après, moi je peux tomber amoureux d'une autre marque sans problème, c'est que je trouve qu'ils apportent beaucoup au marché en mettant accessible au marché prosumer des appareils sans compromis qui se bonifient dans le temps, qui évoluent. On se sent pas prisonnier et on se sent pas pris pour un pigeon. Et c'est ça qui est quand même appréciable dans leur appareil. Alors oui, c'est pas des full frame de folie et tout, mais t'as des équipements de ouf à des prix tout à fait accessibles. Bon voilà, on va arrêter nos élucubrations fumeuses sur le marché économique de la photographie. On avait quand même envie de vous donner quelques petits conseils parce qu'on ne vous en a peut-être pas trop donné, mais pas au-delà de nos coups de cœur bien évidemment. C'est vrai qu'on va pas vous refaire le guide d'achat parce que celui qu'on avait fait il y a 2 ans pour moi reste pertinent, c'est à peu près les mêmes conseils, mais la question qu'on me pose, allez, à peu près 5 à 6 fois par jour. Jérôme ou Tristan, j'ai un budget de moins de 500 €, qu'est-ce que je dois acheter comme appareil photo? Cette année, je vais pas tortiller des fesses pour vous donner une réponse. Achetez le G7 de chez Panasonic. Ça reste aujourd'hui un rapport qualité-prix de ouf. On fait de la 4K avec. Pour commencer sur YouTube et même commencer en photo, il est très pédagogique. Si vous voulez pas rester avec votre smartphone, prenez le G7 de chez Panasonic et puis après vous achetez des objectifs. Tristan, on va conclure. Toi de toute façon, il faut que tu y ailles. Oui, t'as raison, j'ai une prise de vue dans 1 heure. D'accord. Merci en tout cas d'avoir fait ce salon de la photo avec nous. Un petit mot à ajouter? Non, la conclusion que j'avais envie d'apporter, c'est que les tendances qui s'étaient dessinées déjà il y a 2 ans se poursuivent cette année. Et je vous invite donc en 2018 à voir si elles se poursuivent aussi. Et n'oubliez pas pour terminer cette vidéo, tu le fais avec moi Tristan, ça et fais la moitié de ça. Voilà. Et il faut croiser en haut. Voilà, il faut croiser en haut. N'oubliez pas, c'est le logo de Tipeee. Bon, on se retrouve l'année prochaine. Ciao tout le monde. Et shootez bien. Aïe aïe aïe. J'ai failli tout casser. Non, c'est du solide. Honnêtement, c'est du solide. C'est génial pour faire des ricochets. J'en ai fait des conneries avec ça. Et là, je vais me faire cramer la gueule de ouf par le Projo. Attends, remarque, c'est pas mal. Tristan, il est temps qu'on fasse la conclusion. La conclusion de quoi? La conclusion du salon de la photo 2017 à Paris. À Paris? Oh oui, d'accord, on y va. Drinks and my kissing and you. What am I to do without you?
bunch of chicks. They knew the party must be here. Every one of them